Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 15e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour décrypter et analyser cette actualité de la semaine, je suis avec notre rédacteur en chef, Guy Herbier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, l'actualité, enfin l'événement entre guillemets de la semaine, événement franco-français, et incontestable, c'est la tentative ou l'essai de rachat de Gemalto par Atos. On rappelle, Atos, SS2I, maintenant on dit ESN, et puis Gemalto, un des grands fabricants de cartes à puce, mais c'est un peu plus que ça. D'ailleurs, je vous laisse effectivement, en parler des tenants et des aboutissants, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément le lien entre les deux. Non, alors d'ailleurs, comme vous disiez événement, finalement l'événement n'est pas encore arrivé. L'événement, c'est juste la publication de l'information. Alors dans le déroulé, en fait, le conseil d'administration d'Atos avait fait une offre à Gemalto le 28 novembre. Alors le vocabulaire dans ce genre de contexte est toujours très intéressant parce que c'est offre non sollicitée, c'est discussion amicale, etc. Donc, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça la réalité. Mais donc toujours est-il que les discussions n'aboutissaient pas. Enfin, et donc Atos a décidé la semaine dernière de le rendre public, cette offre non sollicitée. Donc effectivement, le contexte il est simple. Gemalto est en difficulté depuis quelques mois. Le cours de la bourse de Gemalto a été quasiment divisé par 2 en 6 mois. Il est passé de 60 à 30. Et donc on sait bien que dans ces conditions-là, une entreprise devient une cible potentielle. On le savait. Alors effectivement, Atos c'était peut-être pas celui auquel on aurait pensé le plus comme acquéreur potentiel, mais toujours est-il, c'est lui qui s'est positionné là-dessus. Comment cette histoire va se terminer, on ne sait pas encore, mais en tout cas, Gemalto a fait savoir 2 jours après l'offre d'Atos que évidemment elle refusait. On verra les raisons d'ailleurs pour lesquelles elle refusait. Alors si on redonne quelques chiffres, donc on dit le cours de l'action a été passé de 60 à 30 et Atos a fait une offre qui est valorisée à 46 en disant que c'est 40% de plus que la valeur moyenne, etc. Bon, évidemment, Gemalto ne le voit pas du tout de cet œil-là en disant que c'est sous-évalué. Le discours d'Atos, c'est de dire en fait que évidemment, comme toujours, c'est des offres, c'est le mot synergie, complémentarité qui est très utilisé. Et il se trouve que Atos a été quand même ces derniers temps très très actif, même on va dire agressif dans le rachat d'entreprise. Donc il y a eu l'activité service de Siemens, il y a eu Bull. Oui, ça fait déjà un petit moment, mais Atos comme une ESN, mais c'est vrai que c'est aussi un constructeur. C'est plus que ça, oui. Si on considère que Bull est encore un constructeur, mais ça c'est et puis l'activité outsourcing de Xerox, donc tout ça, ces 3 entreprises, ça représente 50 000 salariés, donc c'est pas négligeable. Et donc avec Gemalto, ça en ferait 15 000 de plus, donc c'est important. Évidemment, il y a des domaines dans lesquels je dirais ça peut faire sens, tout ce qui est machine to machine, puisque Gemalto, comme vous l'avez indiqué, carte à puce, donc on voit quand même le lien entre ça, l'internet des objets, la cybersécurité, les moyens de paiement, on voit mais bon, Atos en rajoute, l'informatique quantique, par exemple le big data, donc on voit pas très bien le lien entre les deux, mais bon, toujours est-il que ça c'est le discours d'Atos. Maintenant, pour Gemalto, donc qui a dit non pour l'instant, alors on sait pas comment ça se terminait en tête. Enfin, je pense que vous vous souvenez de l'offre non sollicitée d'Oracle sur PeopleSoft, ça avait duré, c'était une vraie saga, ça avait duré des mois. On ne sait pas si ça va durer aussi longtemps, mais ça peut durer encore quelques temps. Donc, il peut y avoir un autre acteur qui se déclare d'ailleurs. Absolument, parce qu'après là c'est une question de proposer d'offres. Et alors les arguments de Gemalto, en fait ils sont en 3 points. D'abord ils considèrent que l'offre que propose Atos est sous-estimée, ça c'est assez classique. Donc dans une négociation, c'est toujours habituel, en faisant valoir justement que, évidemment, l'idée c'est en 6 mois, l'offre a perdu la moitié de sa valeur, mais bon, quelle est la valeur actuelle? Et c'est sûr que c'est difficile de dire, la valeur actuelle c'est celle d'aujourd'hui, c'est pas celle qui a été il y a 6 mois. Le deuxième point, c'est que la stratégie qui a été formulée par Atos n'est pas convaincante. Et puis le troisième point, c'est que
je dirais que les engagements d'Atos sur la réalisation de cette grande initiative ne sont pas également très convaincants. Donc pour ces points-là, Gemalto a dit non. Et juste, alors évidemment c'est toujours un peu les mêmes mécaniques, dans la foulée a proposé un nouveau plan de redressement pour évidemment faire face à cette offre-là. Sachant qu'il y a un plan social en cours, hein, je crois, chez Gemalto. Absolument, bah oui, parce que la société est quand même en difficulté depuis un certain temps. Donc bon, comment ça va évoluer, honnêtement, je ne prendrai pas de pari. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va être Atos? Deux questions qui sont posées. Et bon, est-ce qu'on aura la réponse avant la fin de l'année? C'est pas évident du tout. Mais en tout cas, effectivement, j'irai sur le marché franco-français, si on considère que Gemalto est une entreprise française, comme Atos d'ailleurs, entre parenthèses, elles sont toutes les deux fortement françaises. C'est vraiment un événement à venir important dans le paysage technologique français. Très bien. Du paysage technologique français au paysage technologique mondial, il n'y a qu'un pas qu'on saute allègrement, pardon. Et on revient à notre traditionnelle revue des hit parades de vente de matériel. Et là, en l'occurrence, c'est le marché des serveurs qui nous intéresse, avec une info assez intéressante, puisque ça bouge un peu, je dirais, dans la hiérarchie. Alors tous les trimestres, c'est toujours un peu la même train-train là. Non, c'est effectivement, je pense que l'idée de dire chaque trimestre efface le trimestre précédent est quand même assez juste. Il n'y a pas d'évolution marquante, mais là, en l'occurrence, les chiffres du troisième trimestre de vente de serveurs montrent une évolution assez significative. Il y a seulement, je dirais, quelques années, les deux leaders, c'était IBM HP, avec 30% du marché. Aujourd'hui, on est dans une configuration qui est complètement différente. Alors, les chiffres du troisième trimestre, IDC comme Gartner, sont à peu près comparables. En gros, le résultat, c'est que HPE, maintenant, puisque c'est HPE, je ne veux pas dire que s'effondre, mais c'est quand même un recul assez significatif, c'est quasiment 4 points de perdus. On arrive à 21% de part de marché, donc on était à 30 il n'y a pas si longtemps. Et dans le même temps, Dell EMC, lui, en profite de l'occasion pour prendre 3 points. Ce qui fait que HPE et Dell sont quasiment à égalité aux alentours de 20%. Sur un marché qui est en évolution significative. Oui, qui augmente. Et ça, c'est aussi très important. Donc tous les chiffres qu'on donne, c'est troisième trimestre 2017 par rapport à troisième trimestre 2016. Donc on est sur une croissance là, sur un an, de 16%, ce qui est quand même important puisque je dirais que ces derniers temps, on était plutôt sur un marché relativement étal. Donc on a vu l'évolution sur les deux premiers, et puis donc IBM qui est toujours un vendeur de serveurs, mais principalement des mainframes et puis des systèmes power, des systèmes haut de gamme. Donc comme ils ont annoncé leur nouvelle génération de mainframe il y a quelques mois, bon bah ça c'est engrangé dans les chiffres d'aujourd'hui, donc ils remontent un petit peu. Et puis surtout c'est l'explosion de Inspur. Donc que j'avoue, comme beaucoup de lecteurs ne connaissent pas. Non, c'est donc un fournisseur chinois, donc qui est principalement sur le marché asiatique, qui est principalement sur, je dirais, de la commodité, comme dirait IBM, mais qui fait un quasi-doublement de sa part de marché et qui arrive aujourd'hui en numéro 4. Donc Cisco arrive en numéro 5, Cisco qui a fait une belle percée avec l'introduction sur les systèmes convergés il y a déjà 7 ans, c'est quelque chose comme ça. Donc pour Cisco c'était un pari important, mais en tout cas ce numéro 4 Inspur là, c'est vraiment... alors est-ce que... évidemment, on sait bien que... Le panier moyen n'est pas le même, enfin le prix non, moyen, et puis la zone de chalandise de ce fournisseur-là, c'est l'Asie Pacifique pour l'instant. Mais profitant de cette aubaine, il n'est pas du tout impensable qu'il arrive à la fois en Europe et puis sur les rives américaines. Donc c'est vraiment un bouleversement qui s'est fait assez rapidement sur ce marché des serveurs, dont on rappelle, donc là sur le troisième trimestre, on est aux alentours de 15 milliards, donc c'est globalement un marché qui est de l'ordre de
60 milliards de dollars en vente de serveurs. Sachant que je note au passage qu'on ne voit plus les nouveaux, hein, finalement. Exactement. Ça a l'air un peu... la reprise de l'activité serveur d'IBM n'a pas complètement... Alors, est-ce que c'est un trou d'air ou est-ce que c'est quelque chose de durable? Ça, on le verra dans les prochains trimestres. Mais vous avez raison, je l'avais oublié puisqu'il était sorti du tableau. C'est un peu étonnant pour Lenovo. C'est pourtant un budget d'ambition importante sur le sujet. Bon, enfin, je veux dire, il n'est pas sorti du marché, du spectre non plus, mais c'est vrai qu'il n'est pas dans le top 5, donc c'est un élément à signaler. Alors, autre sujet, pour le coup, on revient en France, on fait un peu le va-et-vient. Un sujet traditionnel hein, dans le secteur, c'est le recrutement qui est toujours tendu, puisque le Syntec vient de sortir une étude pour nous dire que le secteur pourrait recruter 25 000 personnes en plus. Bon, j'allais dire, malheureusement, le constat est établi. Après, les solutions, elles sont pas simples. Hein. Alors effectivement, le Syntec Informatique a fait un point sur, je dirais, le paysage de l'ensemble du secteur, donc qui est concerné par le Syntec, c'est-à-dire tous les fournisseurs qui interviennent dans l'IT. Le constat est effectivement celui que vous faites, à savoir que le secteur évolue plus rapidement que l'économie en général, donc on est à un rythme pour 2017 ce sera 3,4. Alors bon, honnêtement, les décimales, on va peut-être laisser tomber. Enfin, en tout cas, c'est plus rapide que l'économie. Et pour 2018, on est sur un rythme qui devrait être un peu supérieur. Et donc, en gros, si on prend l'année 2017, on devrait être à une création nette de 20 000 emplois, ce qui est quand même important pour le secteur. Et donc, je dirais que les points... en gros, il y a trois axes qui sont les piliers de ce développement. Un, c'est la transformation numérique, donc ça, on en parle, je veux dire, quasiment toutes les semaines. Oui, c'est un peu tarte à la crème. C'est la tarte à la crème, c'est les nouveaux projets qui concernent l'ensemble de l'entreprise et qui touchent tous les métiers. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la modernisation de l'IT. Donc ça, c'est vraiment, on est typiquement dans le domaine réservé de la DSI. Et puis le troisième domaine, c'est la mise en conformité à la réglementation et la fameuse GDPR, dont on sait que la date limite c'est mai 2018 et dont on rappelle que le Syntec avait évalué pour 2018 un chiffre d'affaires global de l'ordre du milliard d'euros. Donc c'est quand même quelque chose d'important et évidemment toutes les sociétés de services sont très impliqués dans cette mise en première loge. Bon, on se souvient du bug de l'an 2000, on est un peu dans ce type de configuration-là, sauf que le bug de l'an 2000, est-ce qu'il a jamais existé, on ne sait pas trop. Là, la mise en conformité, il va bien falloir le faire. On ne va pas forcément s'arrêter d'ailleurs en mai 2018. Non, et ça va continuer. Donc, sachant qu'on l'a dit à plusieurs reprises, les entreprises sont quand même très en retard dans cette mise en conformité. Maintenant, il y a aussi, je dirais, le phénomène général du SaaS, Software as a Service, donc qui est une source de renouvellement et de remise à niveau de l'ensemble des logiciels des entreprises. Donc on sait qu'il y a des domaines qui sont très avancés, tout ce qui est collaboratif, c'est quasiment que des solutions SaaS. Et puis il y a encore des poches de résistance comme l'ERP par exemple, c'est encore un peu, je veux dire, le SaaS n'est pas encore très présent. D'autres domaines comme les RH ou le CRM par exemple, là le SaaS c'est parce que c'est piloté plutôt par les métiers et donc évidemment c'est une solution qui a été mise en œuvre assez rapidement. Alors tout ça c'est assez, je dirais, donne une image assez positive, mais comme vous l'avez indiqué, comme ça évolue rapidement, ça crée des zones de tension, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'offres disponibles qui ne trouvent pas de spécialistes en face pour y répondre. Alors les domaines on les connaît, hein, c'est tout ce qui est big data, c'est tout ce qui est cybersécurité, ça c'est vraiment des domaines qui sont criants, extrêmement tendus. Et donc le Syntec fait valoir que les entreprises du secteur mettent quasiment, dans le cadre de la formation, le double de ce que font les autres entreprises. Hein. On est à 5-6% de l'ensemble du chiffre d'affaires, c'est à peu près le double de ce que font les entreprises en général. Donc un effort sur la formation important, mais on le sait bien, ça c'est pas le résultat, c'est pas aujourd'hui, ça prend un peu de temps. Et puis le dernier point
effectivement aussi, et ça, bon, on le sait, hein, c'est une profession qui est encore très masculine, et donc là aussi, il y a des efforts. Et puis il n'y a priori, il n'y a pas beaucoup d'évolution positive sur le sujet. Hein. Non, ça évolue assez lentement, on le voit même dans les écoles. Hein. C'est même pire, je lisais le témoignage de certains directeurs d'école, c'est même pire ces dernières années que ça n'a été il y a... Oui. L'informatique, il y a encore des beaucoup de travail à faire. Ouais. Très bien, bah ça c'était pour la semaine passée. Alors pour la semaine à venir, j'allais dire les années à venir, le gouvernement avait organisé la conférence des territoires jeudi dernier pour présenter ses ambitions, et notamment en matière numérique, puisqu'on sait que c'est évidemment un des axes stratégiques de développement des territoires. Et j'allais dire, il y a beaucoup d'ambition, mais finalement, derrière, la mise en œuvre, la mise en route est un peu laborieuse. Donc effectivement, comme vous faisiez remarquer, le gouvernement s'est déplacé à Cahors, hein, c'est une ville assez représentative. Et donc, Édouard Philippe, le Premier ministre, a eu cette remarque de dire que la France avait mis 60 ans à s'électrifier et que la mise en place de la fibre, ça prendrait entre 15 et 20 ans. D'ailleurs, il a été assez large, entre 15 et 20 pour avoir une marge de manœuvre. Donc, donnant l'impression que, finalement, le plan qui avait été évoqué, il pourrait être repoussé éventuellement un petit peu, mais que par rapport à ce qui un exemple comparable avec l'électricité, on est quand même nettement plus performant. Sachant que il y a deux domaines, hein. Il y a tout ce qui est Internet fixe et puis le mobile. Ce sont deux problèmes différents parce que dans l'Internet fixe, il y a beaucoup de génie civil et ça, on sait bien, il faut creuser des trous. D'ailleurs, pour nos lecteurs qui habitent Paris, ils voient bien en ce moment, c'est pas seulement la seule cause, mais il y a tout un tas de travaux simultanés, donc il faut creuser des trous partout et ça prend énormément de temps. Alors, je dirais ça coûte beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent, bien entendu. Et donc, alors pour ce qui est de l'Internet fixe, en gros, alors l'idée c'est toujours assez difficile de savoir quelles sont les enveloppes budgétaires parce que on a au départ une enveloppe budgétaire globale et puis après, en fonction des dates, on en rajoute un peu, mais on ne sait pas très bien si ce qu'on rajoute n'avait pas déjà été intégré dans la première enveloppe, si ça vient pas d'une autre enveloppe. Et bon, donc tout ça est un peu confus. Toujours est-il qu'en ce qui concerne les échéances, pour l'Internet fixe, on est à 8 mégabits partout en France en 2020 et 30 mégabits partout en France en 2022. Donc ça, c'est un engagement. Avec, dans les zones denses, bon, c'est simple, hein, c'est de la fibre, mais on sait bien que la fibre ne pourra pas être mise partout. Et d'ailleurs, sur la fibre, on est sur 13 millions de points de connexion, on est à 3-4 millions, donc on est quand même assez en retard. Mais il y a les autres solutions possibles, hein, c'est la 4G fixe, c'est la boucle radio, c'est le satellite. La 5G qui arrive quand même bientôt. La 5G. Donc, je dirais que pour les zones denses, c'est pas un gros problème, mais et donc là, c'est les opérateurs qui interviennent en direct. Pour les zones, je dirais, les villes moyennes et puis les zones rurales, là c'est beaucoup plus compliqué parce que, évidemment, les opérateurs n'ont pas trop envie de... Oui, la rentabilité des opérations est très faible, donc ça, c'est des opérations qui font appel à plusieurs opérateurs, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc je dirais que vraisemblablement, là on a des dates, 30 mégabits en 2022 pour l'Internet fixe, donc on verra bien si c'est tenu. Maintenant, pour ce qui est de la 4G qui deviendra assez prochainement de la 5G, là apparemment les discussions sont plus compliquées puisque bon, il y a 4 opérateurs qui n'ont pas évidemment les mêmes intérêts, les mêmes objectifs, dont certains se portent mieux que d'autres. Et apparemment, là, sur le point de la 4G, de l'Internet mobile, la réunion du gouvernement n'a pas été n'a pas apporté d'éléments très probants. Donc, je dirais que là, comme vous le disiez, c'est pas la semaine prochaine, on est sur les années à venir. Je pense qu'il faudra faire un point d'étape un peu plus sérieux d'ici un an pour voir où on en est. Très bien, écoutez, merci pour cette synthèse. Alors pour conclure, on ne fera pas cette semaine le traditionnel coup de cœur ou coup de gueule. On va plutôt profiter des fêtes de fin d'année pour faire une rubrique cadeau de Noël.
Et on profite de l'opportunité pour présenter une de vos autres facettes, puisque vous êtes aussi, Guy, un spécialiste de l'Amérique, et vous publiez aux éditions Macha un livre qui s'appelle Great America, que je montre ici à la caméra. Donc évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'informatique, mais en tout cas, c'est un bon cadeau. Moi, je l'ai lu. C'est un bon cadeau pour les fêtes de fin d'année, puisque c'est son illustrations, mais je vous laisse peut-être en parler un peu mieux que moi. Oui, alors effectivement, ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'informatique, quoique quand même, on voit bien, si on faisait le point de ce qu'on a dit aujourd'hui, le nombre de sociétés qui sont basées outre-Atlantique est très important. Donc marché, je dirais que c'est quand même, les États-Unis sont un des à la fois pionnier et puis un des moteurs de tout ce secteur-là. Donc effectivement, c'est un livre qui est édité par Macha Publishing et donc c'est classé dans la catégorie beau livre, c'est-à-dire que il y a beaucoup de photos avec des textes qui les accompagnent et qui couvrent, je dirais que c'est à la fois pas trop d'actualité, qui couvre, je dirais, l'ensemble des sujets qui concernent les États-Unis, donc société, éducation, il y a un peu d'histoire, tout ce qui concerne les institutions. Donc beaucoup de photos. Et alors le titre, je pense il pourrait prêter à confusion dans le sens Great America, on sait que c'est le slogan de Donald Trump, hein, Make America Great Again. Bon, slogan qui avait déjà été utilisé par Ronald Reagan et puis Bill Clinton. Mais donc l'idée c'est pas de dire que l'Amérique, c'est pas je dirais un livre qui met en avant les États-Unis sur tous les domaines, mais c'est plutôt de sélectionner des domaines où l'Amérique nous fait encore rêver. Et je pense que c'est un peu ça qui a été essayé de mettre en avant dans ce livre. Merci Guy. Pour nous lecteurs, pour vous retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies et aussi sur Internet. Autre cadeau, cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle sur toujours pour le coup l'informatique. Alors c'est une série américaine, mais qu'on retrouve maintenant sur OCS et Canal+ d'ailleurs, qui s'appelle Halt and Catch Fire. Donc je vous avoue que j'aurais du mal à vous faire la traduction. Ça veut dire que c'est une série en 4 saisons. Donc là, ça y est, la dernière saison est enfin sortie, donc vous n'aurez pas la frustration de pouvoir commencer la série et puis pas voir de la fin. Et qui retrace en fait autour de 3 ou 4 principaux protagonistes l'histoire d'informatique. Et ça commence à la micro-informatique, plus précisément, hein, parce que les premières saisons, c'est autour de la construction des premiers portables. Et pour les gens qui sont intéressés par l'histoire de l'informatique, c'est assez intéressant, parce qu'on voit le Comdex, on voit les premières publicités de Dell, à l'époque où Michael Dell était encore dans son garage. Donc on voit le travail d'ailleurs qui a été fait, parce que maintenant c'est plus tout à fait la même société. C'est traité de manière un peu ludique. Pour les spécialistes, c'est un peu il y a eu la même genre de série sur la pub aussi aux États-Unis. Donc ça se trouve encore une fois pareil sous forme de DVD. Alors peut-être pas la dernière saison encore, mais en tout cas les 3 premières saisons se trouvent sous forme de DVD sur la Fnac ou Amazon. Et je vous invite vraiment à la regarder. C'est des choses qu'évidemment on ne sait pas faire en France, mais pour le coup nos amis américains le font très très bien. Donc voilà, pour de quoi remplir la hotte de Noël de nos lecteurs. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. A très bientôt. Merci.